un an après, où en sommes-nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche moins bien? Quelles sont les inquiétudes? Je pense que tu vas nous parler de l'apprentissage, qui est quand même une grande révolution au niveau de cette loi. La PROA aussi, qui a du mal à se mettre en place, où les critères viennent encore de changer. Donc je pense que c'est des interrogations que vous avez tous dans vos entreprises. Donc voilà. Donc je vais laisser la parole à Jean-Pierre, et encore merci Jean-Pierre d'être venu en Pays de la Loire. Avec plaisir. Bonjour à tout le monde. Et donc on va, effectivement, on est un an et demi après le lancement du projet, un an après l'adoption de la loi, avec beaucoup d'actualités, y compris encore les dernières semaines. Donc en fait, on va se donner, si ça vous convient, deux objectifs. D'abord, faire un point pour savoir précisément où on en est, que vous soyez au top de l'actualité. Et deuxièmement, j'ai fait la liste, vous le verrez, j'ai fait la liste de toutes les questions que se posent en général les entreprises sur chaque sujet. Alors, on verra si vous vous retrouvez dans les questions qui sont posées. On prendra les vôtres en plus et j'essaierai d'y apporter réponse. On arrive à donner des réponses sur pas mal de questions quand même aujourd'hui, même si il ne faut pas attendre, mais ça vous le savez, quel que soit le domaine d'ailleurs, il ne faut pas attendre des textes qui répondent à l'intégralité de nos questions. Donc à un moment donné, il faut faire des choix, il faut prendre des responsabilités, il y a des options et il y a des avantages et inconvénients. Donc, je ferai ce travail aussi avec vous en disant sur chaque sujet quelles sont les options, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est intéressant, et je me suis placé dans la perspective 2020. Alors c'est pas que j'anticipe et que l'année 2019 soit terminée, mais la majorité des changements dans cette réforme interviennent soit au 1er janvier 2020, soit en fin d'année, où sont intervenus, ont commencé, mais prendront leur plein effet que l'an prochain. Et donc je me mets dans la perspective, vous faites quoi sur vos politiques et vos pratiques de formation pour l'année 2020? Voilà, si ça vous va, c'est le contrat de la matinée. C'est bon? Et puis s'il faut faire des choses en plus ou en moins, eh bien, vous me le direz, n'hésitez pas. Alors c'est moi qui ai le micro, donc effectivement c'est plus pratique quand je parle, mais intervenez à tout moment, quand vous voulez, interrompez-moi, il n'y a aucun souci, au contraire. Ça mettra de l'interactivité. Alors, vous êtes avertis, donc je ne vais pas vous refaire l'historique, etc. Je voudrais juste, et d'ailleurs si vous aviez expliqué la réforme à quelqu'un, il suffirait d'avoir ce tableau, et ça permettrait d'expliquer l'intégralité des arbitrages, pourquoi on a des coûts au contrat sur l'apprentissage relativement généreux pour les premiers niveaux, ce qui n'est pas vrai pour les niveaux supérieurs, pourquoi on a du mal à faire démarrer la PROA, pourquoi on a constitué des OPCO à la place des OPCAP. La réponse est ici. C'est-à-dire que à peu près l'intégralité des arbitrages de la réforme s'explique comme ça. Vous voyez, déjà il y a un premier signe, hein, c'est un tableau sur le taux de chômage. Ce qui veut dire qu'on est sur une réforme qui certes s'occupe de formation, mais dont l'objectif premier c'est l'emploi, qui n'est pas centré sur la question de la formation, qui est centré sur la question de l'emploi. Deuxième constat, et qui d'ailleurs explique des arbitrages dans d'autres domaines. Cet été, pendant que vous étiez au soleil, il y a eu un décret de 250 pages qui est paru, c'était la réforme de l'assurance chômage. C'est la première fois depuis 1983 et de Régaulois que c'est le gouvernement qui fixe les règles d'assurance chômage et que ce n'est pas les partenaires sociaux. Et dans ces nouvelles règles, on a des règles qui sont plus défavorables pour les cadres que précédemment. Pourquoi? Parce que alors les gens qui font ces réformes sont des économistes, et donc ils considèrent que quand on a une population qui a un taux de chômage qui est inférieur à 5%, c'est le plein emploi, donc du coup il n'y a pas de problème. Voilà. Par contre, quand on a une population qui a un taux de chômage à 40%, il y a un gros problème. Et le tout, et c'est ce qui explique en très grande partie toutes les orientations financières de cette réforme, le gouvernement a considéré que si on faisait une réforme comme avant, c'est-à-dire qu'on rééquilibrait un petit peu entre les dispositifs, on en créait, on en enlevait, etc., on allait manquer d'efficacité. Et qu'il fallait concentrer les moyens là où on considérait qu'il y avait un problème et supprimer totalement les moyens pour les endroits où on considère qu'il n'y a pas de problème et ne pas saupoudrer. Donc du coup, on concentre les moyens pour deux populations, les jeunes très principalement et les personnes les moins qualifiées et les demandeurs d'emploi, ça fait trois. Et ceux qui cumulent les trois qualités, si j'ose dire, évidemment, auront des moyens à disposition.
Pour le reste, ce sera moins qu'avant. C'est-à-dire, si on met plus d'un côté un moyen constant et qu'on fait le choix de ne pas augmenter les contributions des entreprises, eh bien, il faut bien faire des vases communicants. Et les vases communicants, l'organisme qui est chargé de les faire, c'est France Compétences, avec une consigne qui est assez simple. Vous avez peut-être entendu la ministre avoir cette formule-là, en disant qu'il n'y aura jamais de manque financier pour financer les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, quel que soit le nombre de contrats. Elle n'a pas dit il n'y aura jamais de manque financier pour financer les plans de développement de compétences, le CPF de transition, etc. C'est-à-dire que tous les dispositifs vont servir de variable d'ajustement, on n'a jamais eu ça, de servir de variable d'ajustement pour financer ce qui est la grande priorité de cette réforme, c'est-à-dire l'apprentissage et l'alternance. Alors ce qui vous donne déjà, par rapport aux gens qui sont ici, les entreprises qui ont une politique d'alternance, qui ont des besoins de recrutement, qui recrutent, qui ont un flux de jeunes, etc., trouveront toujours un financement pour accompagner ça, peut-être même des financements supérieurs à ce qu'ils étaient avant, alors que celles qui ne recrutent pas et dont le problème est de former les salariés qui sont déjà là, de les faire évoluer et de transformer leurs compétences et parce que leur activité évolue, ce sera un petit peu plus compliqué que précédemment. Vous avez compris où se trouvait la barre. Je ne dis pas impossible, je dis un peu plus compliqué que précédemment. Donc ça, c'est ce qui explique la réforme et ce qui explique que quand on en fera le bilan à la fin en 2022, à la fin du quinquennat, on regardera en premier, est-ce que l'apprentissage, ça a bougé ou pas? Est-ce que ça a bougé quantitativement? Ça, c'est à peu près certain. On va voir pourquoi. Est-ce que ça a bougé qualitativement? Il faudra le vérifier. Qualitativement, l'apprentissage, c'est depuis 10 ans à peu près 450 000 jeunes, 2 tiers niveau bac ou CAP, BP, 1 tiers dans le supérieur. Dans le supérieur, ça a augmenté. Avant le supérieur, ça a diminué. Eh bien, on verra si la réforme arrive à inverser la tendance et à faire qu'on retrouve de la croissance, y compris sur les niveaux bac et infra-bac en apprentissage, et pas simplement la croissance assez naturelle dans le supérieur. Ça, c'est la dimension qualitative. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on va arriver avec le programme investissement compétences, qui est mis en œuvre principalement par les conseils régionaux, à avoir des formations pour demandeurs d'emploi qui ont un effet significatif sur le niveau de qualification et sur le niveau d'emploi. Alors là aussi, si vous avez des flux de recrutement, la question peut se poser, est-ce que je ne peux pas bénéficier de gens qui sont formés, que je peux recruter, plutôt que de les intégrer et de les former moi-même, mais ça dépend des types de compétences qu'on recherche, etc. On verra si ce pari, ça fait longtemps que les gouvernements, depuis les plans Barre à la fin des années 70, essaient d'avoir des programmes de formation pour demandeurs d'emploi pour adapter compétences et offres d'emploi. Bon, on verra si on réussit mieux ou pas plus que précédemment. Et puis vous voyez un objectif alors, qui est plus de moyen long terme, celui-là, qui nous dit on voudrait passer d'une culture de la formation à une culture du développement de compétences. Ça va être les premières thématiques qu'on va traiter ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'on n'assimile plus se former et aller en formation. Et que finalement on saisisse toutes les opportunités que l'on a de développer ses compétences, quel que soit le moyen. Et qu'on s'intéresse davantage aux résultats, est-ce que j'ai vraiment acquis des compétences nouvelles, plutôt qu'aux moyens qu'on a utilisés pour ça. Alors ça, c'est une orientation, je dis, de moyen long terme, parce que ça ne renvoie pas forcément aux représentations que les gens ont de la formation. Il y a encore énormément de gens, si vous leur dites tu as besoin d'acquérir telle ou telle compétence, ils traduisent formation. C'est un réflexe quasi pavlovien. Bon, eh bien on voudrait casser ce réflexe-là. Alors il faut inhiber ce réflexe qui consiste à dire besoin de compétences égale besoin de formation, et voir de quelle manière on peut développer les compétences des personnes autrement que par la formation, sachant qu'il y a des moyens qui sont tout à fait naturels, que l'on pratique, mais que l'on voudrait rendre un petit peu plus explicite et organisé. Et puis il y a quelque chose qui est un tout petit peu moins grand public, mais qui explique quand même la réforme des OPCO, bien que le vôtre ait été peut-être un peu moins percuté par ça que d'autres secteurs. Depuis qu'on a créé, initialement des fonds d'assurance formation, puis des OPCA, enfin bref, des organismes qui collectent les fonds des entreprises pour les redistribuer. On avait laissé le soin à chaque branche professionnelle de choisir son organisme, par la négociation, librement. Personne n'était dire il faudrait que vous alliez dans tel ou tel organisme, etc. On avait un régime de liberté pour les branches professionnelles. L'État a mis fin à ce régime de liberté en disant il faut absolument que les gens qui ont des métiers ou des compétences communes se retrouvent dans les mêmes OPCO pour travailler ensemble, qu'ils en aient l'habitude ou pas.
Alors, vous, le BTP était déjà dans le même... ça n'a pas toujours été le cas, il y a eu des périodes où on a eu des scissions, mais enfin c'était reconstitué. Le secteur était déjà cohérent et homogène, on n'a pas trop de soucis. Mais on a des secteurs où on a dit aux gens, je sais pas, des secteurs où on a des bouleversements importants, le secteur de la santé par exemple, où vous avez un secteur marchand, un secteur non marchand, qui se regardent un peu en chaîne faïence, qui ne se parlaient pas trop. On dit non, il faut que vous soyez ensemble et que vous travaillez ensemble. Vous n'avez peut-être pas envie, mais il le faut. Et de fait, on voit que ça commence à opérer. C'est-à-dire que les gens disent, bah oui, on recrute quand même les mêmes personnes, on a les mêmes pénuries de main-d'œuvre, on a les mêmes besoins, donc à un moment donné, on ne peut pas être qu'en concurrence en s'affrontant sur qui c'est qui va arriver à récupérer les quelques personnes qu'on arrive à trouver pour venir faire les métiers qui sont les nôtres. Donc on a une volonté d'avoir des branches qui travaillent ensemble quand elles utilisent les mêmes compétences, et qui soient capables de décliner ça sur les territoires, parce que l'emploi, c'est sur les territoires. Il y a un autre graphique qui aurait pu venir en complément, c'est que moins on est qualifié, plus on bouge professionnellement, moins on bouge géographiquement. Mais c'est du bon sens. Et plus on est qualifié, moins on change de secteur, et plus on change de région. Parce qu'on garde son champ d'expertise et on va le valoriser à différents endroits. Bon, sachant que le problème d'emploi est principalement un problème de personnes peu qualifiées, la question de l'emploi elle est essentiellement territoriale. Donc on a besoin d'avoir des actions territoriales dans ce domaine. Donc voilà ce qui va être je le fais rapidement, mais c'est pour remettre pour tout le monde le fil conducteur, et c'est surtout les explications de tout ce que je vais vous présenter par la suite.